Donc, dans cette vidéo, on va parler de Paxos, ou plus particulièrement là, de la version de base de Paxos, donc, qui est la version la plus simple à comprendre. Et c'est vraiment donc l'algorithme le plus important de notre cours, et c'est celui qu'il faudrait le maîtriser entièrement, le retenir euh, après avoir complété le cours au complet. C'est vraiment l'algorithme le numéro un. Et c'est un algorithme qui est assez complexe à comprendre, qui a beaucoup de subtilités, là, de détails techniques qui sont importants, mais qui sont pas nécessairement appréciables à première vue. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de petites choses qui vont se passer dans l'algorithme, et ça sera pas nécessairement clair pourquoi ces choses-là sont nécessaires, ok, pour exécuter l'algorithme correctement. Et ce qu'on va voir, c'est que souvent, ces petites choses-là sont seulement utiles dans certaines situations, dans certains cas particuliers. C'est là qu'on va avoir besoin là, de toute cette complexité-là. Et parce que notre algorithme doit garantir de fonctionner là, dans toutes les situations, sauf une qu'on va parler plus en détail, euh, on a besoin de toute cette complexité pour pouvoir là, gérer avec toutes les situations exceptionnelles qui puissent arriver là, dans notre exécution. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces choses-là. Et ce que je vais essayer de faire donc cette semaine puis la semaine prochaine, c'est donc expliquer vraiment chaque aspect important de l'algorithme et vous montrer. Donc je vais essayer de vous convaincre pourquoi ces aspects-là sont importants. Donc à travers différents exemples, différents scénarios qui peuvent arriver là, durant l'exécution du système. Et à ce moment-là, j'espère que vous allez être capable de comprendre pourquoi chaque élément est important et qu'on ne peut pas simplement le retirer ces éléments-là pour simplifier l'algorithme. Donc tout d'abord, on va commencer à expliquer un petit peu l'origine de l'algorithme et aussi le modèle de l'algorithme. Donc, Paxos, donc un algorithme important dans le développement des algorithmes de consensus parce que c'est le premier qui résout donc le problème de consensus dans un système asynchrone tout en tolérant des pannes de processus et des pannes de communication. Donc c'est vraiment très avantageux comme modèle comparativement là, aux autres qu'on a vus à date. Mais il y a un problème, il y a un défaut qu'on va regarder plus en détail un peu plus tard. Ok, donc l'algorithme a été présenté dans un article qui s'appelait The Part-Time Parliament. Donc c'est un algorithme de Leslie Lamport. Donc encore une fois, là, Leslie Lamport ici là, qui donc grand impact là, sur les systèmes distribués. Il a écrit un article en 90, mais ça a seulement été publié en 98. Donc, ça a pris 8 ans pour publier cet algorithme-là. Pourquoi est-ce que l'article a été continuellement refusé toutes ces années-là? C'est parce que Lamport, bon, c'est un peu là, un personnage. Là. Quand il a écrit cet article-là, il a fait ça un peu comme un style narratif. Là, donc, l'article original décrit l'algorithme sous forme d'une histoire avec une île, l'île de Paxos, que ça c'est une vraie île grecque. Et là, donc, il explique que sur cette île-là, il y a un système législatif qui est fictionnel et que donc les différents citoyens de l'île de Paxos donc votent sur des sujets, sur des thématiques en utilisant l'algorithme de Paxos. Et donc, c'est de là que vient le terme, le nom de l'algorithme Paxos. Okay? C'est à cause c'est le terme, c'est le nom qu'a donné Lamport à son algorithme. Donc, ça, c'est l'article original, donc extrêmement difficile à comprendre parce que c'est écrit en style narration, tout ça. C'est vraiment pas écrit comme on est habitué là, de façon technique avec des pseudocodes et tout ça. Donc c'est pour ça que les gens n'ont pas compris là, comment ça fonctionne, puis ils ne pouvaient pas là, valider là, que l'algorithme était correct. Donc, plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Lamport a écrit un autre article
beaucoup plus simplifié, là, donc l'article Paxos Made Simple. Et ça, c'est l'article que j'aimerais que vous lisiez. Bon, c'est encore écrit dans un style qui est très formel, tout ça, donc c'est peut-être, encore une fois, un peu plus, pas tout à fait facile à comprendre, mais c'est un article là, quand même qui est complet, là, puis qui explique clairement comment ça fonctionne. Donc, si vous êtes capable de comprendre cet article-là, vous devrez être capable de comprendre, ça explique tous les détails de Paxos. Et suite à donc, le développement du Paxos de base, qui est le Paxos de base, ou Simple Paxos, on a ensuite toutes sortes de variations là, dans la famille de Paxos, des dérivés du Paxos qu'on va parler la semaine prochaine. Donc, pourquoi est-ce que Paxos est super utile? Parce que c'est vraiment à cause du modèle, donc tolérance aux pannes de communication et de processus, tout en donc, supportant le consensus dans un modèle asynchrone. Donc, ce type de modèle qui est donc offert par l'algorithme est très pratique et il est très adapté aux applications web. Donc, parce que dans les applications web, à grande échelle, on n'a pas nécessairement un modèle synchrone, donc on ne peut pas vraiment garantir des délais de communication à 100%. Et évidemment, il y a des pannes de communication puis des pannes de machine là, donc constamment. Donc, c'est pour ça que Paxos est identifié là, comme vraiment une solution pour les besoins de l'Internet. Donc, des grosses compagnies comme Google, Microsoft, IBM, etc. vont tous utiliser le Paxos là, dans leur système distribué. Donc, c'est vraiment comme un couteau suisse. Là. Okay? C'est vraiment extrêmement utile. Là. Beaucoup de fonctionnalités, c'est comme un bloc là, de construction là, qu'on utilise là, pour développer des systèmes distribués. Donc, pour vous donner une idée ici, j'ai récolté une liste de différents systèmes. Donc, c'est des systèmes qui sont open source sur Apache. Et probablement que vous connaissez là, pas mal de ces systèmes-là là, si vous êtes familier avec des projets Apache. Donc, et tous ces systèmes-là, des systèmes extrêmement populaires là, comme Google File System, Kubernetes, Hadoop, Bigtable, des choses qu'on a vues, Spanner, donc Hive, HBase, c'est des systèmes de Hadoop. Kafka, c'est un autre qui est important, Cassandra, Facebook, okay. Mesos, OpenStack, des systèmes de virtualisation. Donc, tous ces systèmes-là utilisent Paxos sur une certaine forme. Et donc, ça, c'est ici, ça montre quelle est la forme utilisée, que ce soit Paxos lui-même, okay, une variante de Paxos comme Chubby ou Zookeeper, okay, donc quelque chose comme Zab, puis il y a d'autres systèmes comme Raft, des choses comme ça. Okay? Et ici, ça explique un peu là, de quelle façon est-ce que Paxos est utilisé, là, donc pour quelle donc, utilisation. Donc, nous, on est déjà familier avec Leader Election ici. Bon, il y a d'autres choses ici, par exemple, comme log replication, donc comment répliquer certaines informations, des choses comme ça. Donc, pour comprendre ces acronymes-là, je vous invite là, à regarder là, cet article ici. Et vous pouvez à ce moment-là comprendre quelles sont les utilisations de Paxos là, en pratique. OK. Donc, Paxos promet beaucoup de choses, hein? Donc système asynchrone, panne de consensus, panne de communication, panne de machine et le consensus. Malheureusement, cette promesse est impossible. Okay? Donc, ce que Paxos promet, c'est impossible à réaliser et ça a été prouvé de façon théorique que c'est impossible. Donc, on a ce qu'on appelle ici le résultat FLP. Donc, FLP, c'est Fisher, Lynch and Patterson. Donc, en 1985, on prouvé ce théorème ici qui dit que dans un système asynchrone, si on veut tolérer au moins une panne de processus, okay, de crash, c'est impossible de garantir le consensus. Donc, impossible de fournir le consensus avec modèle asynchrone et panne de processus. Donc, c'est un gros résultat, là. C'est un résultat d'impossibilité qui est prouvé théoriquement. Aucun algorithme peut fournir ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
le Paxos a un problème. Là. Paxos ne peut pas promettre la même chose qu'un résultat d'impossibilité fourni. Donc, on va voir c'est quoi le compromis à ce moment-là. OK? Donc, un peu de détails sur le résultat FLP. OK? Donc, ce qu'il dit, c'est garantie d'atteindre le consensus. Donc, ça veut dire que c'est essentiellement, on pourrait dire que c'est on pourrait justifier ça comme un garantie de vivacité. Donc, ça veut dire que c'est impossible que notre algorithme de consensus peut terminer ou qu'à la fin de l'exécution de notre consensus, qu'on arrive à une valeur décidée. Donc, c'est ça que ça dit essentiellement. C'est une façon d'interpréter là, ce résultat-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Paxos? Paxos va garantir la sûreté. Donc, on va s'assurer que si on décide d'une valeur, c'est tout le temps la même. Il y a juste une valeur qui est décidée. Mais Paxos ne peut pas garantir que à tous les coups, l'algorithme va soit terminer ou que quand elle termine, qu'il y a une valeur qui a été décidée. OK? Mais là, ce que j'avais expliqué, c'était que si on commence à se sacrifier sur sur des propriétés, ben là, ça devient vraiment là, trivial. Là. On peut faire des solutions super faciles qui dit, par exemple, ma solution décide jamais de valeur. Et à ce moment-là, on a la sûreté à tous les coups, puis on n'a pas de vivacité parce qu'on décide jamais de valeur. Donc, est-ce que ça veut dire que Paxos c'est une solution triviale? Est-ce que c'est une solution inutile? La réponse est non, parce que Paxos va garantir la sûreté et va offrir la vivacité la plupart du temps. Okay? Donc, on peut essentiellement interpréter Paxos comme étant un algorithme probabiliste. Donc, il ne va pas donner des garanties à 100% en termes de vivacité, mais qui va le donner à un très haut niveau. C'est 99% par exemple, 99,9%. Du temps, ça va être on va voir la vivacité. Donc, il y a des situations, mais par contre, il faut reconnaître qu'il y a des situations où Paxos ne va pas garantir la vivacité, mais en pratique, ce qu'on va voir, c'est que ces situations-là sont très difficiles on ne va pas engendrer ces situations-là en pratique, donc de façon courante. Et donc, avoir cette garantie là, très élevée de vivacité, c'est déjà assez suffisant pour que les services web, les compagnies sur Internet jugent que c'est acceptable là, d'utiliser Paxos là, en pratique. Okay? Parce que le système est assez bien conçu là, pour que ça fonctionne quasiment à tous les coups. Mais ça ne peut pas fonctionner à tous les coups, sinon ça violerait là, les résultats théoriques là, du FLP. OK, donc là on va parler des différents modèles qu'on suppose dans le Paxos de base. Donc, tout d'abord en termes de processus, donc asynchrone, donc vitesse arbitraire pour les processeurs. On va aussi dire que les processus peuvent tomber en panne, donc peuvent planter. Et on va aussi supposer que les processus peuvent rejoindre le système. Donc, peuvent tomber en panne et revenir dans le système. Donc, ce qu'on appelle le crash recovery. Et on va dire que qu'on n'a pas de processus de détection de panne parfaite. Okay? Donc, on n'a pas de fail stop. Et la raison pourquoi on n'a pas de détection de panne parfaite, c'est parce qu'on va être dans un système là, asynchrone. Okay? Donc, la seule chose qu'on n'a pas dans notre Paxos de base, c'est qu'on ne tolère pas là, les pannes, les processus malicieux. On n'a pas de processus byzantin. Donc, ça va prendre une version avancée du Paxos qui s'appelle le Paxos byzantin ou ce qu'on appelle le BFT Paxos. Okay? Donc, Byzantine Fault Tolerant Paxos. En termes du réseau, donc, les machines sont capables de contacter avec n'importe qui. Il n'y a pas de topologie d'anneau, de cercle ou quelque chose, quoi que ce soit. Là. C'est une topologie arbitraire, libre. N'importe qui peut communiquer avec n'importe qui. Les communications sont asynchrones, donc aucun garantie sur les temps de latence. Et les messages peuvent être perdus, réordonnés, dupliqués, etc. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Encore une fois, la seule chose qu'on n'a pas, c'est les pannes byzantines. Donc, on ne peut pas corrompre les messages en transit. On ne peut pas changer l'information dans les messages. On peut juste les perdre. OK, donc là, maintenant, une propriété importante de Paxos, c'est que il y a des limites là, sur le nombre de pannes qu'on peut tolérer. Donc, de façon générale, si on dit que notre système Paxos a N processus, okay,
donc on a un certain chiffre n, ça peut tolérer un certain nombre f de pannes en même temps. Et c'est quoi la relation entre f et n? N doit être égal à 2f plus 1. Okay? Donc par exemple, si dans notre système de Paxos, on a 5 machines, on peut calculer que le f est égal à 2, parce que 2 fois 2 plus 1, c'est égal à 5. D'accord? Donc une autre façon de voir ça, c'est si on veut tolérer, par exemple, 3 pannes simultanées, il faut que notre système ait au moins 7 machines, parce que 3 fois 2 plus 1, c'est égal à 7. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paxos offre un enjeu entre le F et le N. Donc dans Paxos, si on veut tolérer un certain nombre de pannes, on doit avoir un certain nombre de machines. Et si on n'a pas les ressources pour rouler un certain nombre de machines, ça veut dire qu'on doit sacrifier sur le nombre de F. D'accord? Donc c'est un peu ça que ça fonctionne. Si on veut avoir un gros F, il faut avoir assez de machines dans le système. Si on veut avoir un petit f, là si on veut avoir moins de machines dans le système, à ce moment-là, il faut réduire le nombre de pannes qu'on peut tolérer. Okay? Et ça, c'est vraiment intéressant parce que si on compare avec The Strong, c'est pas un enjeu entre le nombre de machines et le F. Les deux sont indépendants. Je peux dire que j'ai 5 machines dans mon système, puis que mon F est égal à 0, 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Okay? À ce moment-là, ce que ça fait, ça change le nombre de rondes. Donc l'enjeu, c'est le trade-off, c'est entre le nombre de rondes, donc le temps d'exécution, et le nombre de pannes. Dans Paxos, le trade-off, c'est entre le nombre de pannes et le nombre de machines totales. Mais le temps d'exécution de l'algorithme, c'est pas déterminé par le nombre de pannes. D'accord? Donc ça vraiment, ça distingue les deux algorithmes. C'est-à-dire qu'il y a des situations où peut-être The Strong c'est meilleur que Paxos si on a vraiment des exigences particulières sur le nombre de machines qu'on veut et en plus de ça sur le nombre de pannes qu'on veut. Si par contre on est flexible avec le nombre de machines puis on est capable d'accommoder le nombre de machines pour obtenir le nombre de pannes tolérées désirées, ben peut-être qu'à ce moment-là on peut utiliser Paxos au lieu de The Strong. Là c'est clair que les deux ont vraiment des caractéristiques différentes en termes du nombre de pannes tolérées et ça peut vraiment affecter la façon, notre décision entre choisir quel algorithme utiliser, The Strong ou Paxos. Ok, c'est tout pour ce vidéo-là. Et là, le prochain vidéo, je vais commencer lentement à vous expliquer comment Paxos fonctionne. Et on va prendre 2 semaines vraiment pour parler de Paxos, pour vous donner le temps de digérer ce matériel-là.